Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Ashley Tayeb avec Mayadi. Elle a créé une méthode globale pour apprendre à gérer les addictions. Elle nous raconte son parcours dans une minute. Le débat de cette émission porte sur une nouvelle formation à la décarbonation, la Net Zero School, fondée par AXA Climate et Bluenomi. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour est signée Greenly et son nouvel outil numérique pour suivre les évolutions juridiques environnementales auxquelles votre entreprise est soumise. Santé publique, formation, réglementation. 3 thèmes, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. Bonjour Ashley Tayeb, bienvenue. Vous êtes donc la fondatrice de Mayadi, cette méthode pour apprendre à maîtriser ses addictions. Les téléspectateurs d'M6 notamment vous ont découverte dans l'émission Qui veut être mon associé. On va commencer par une question basique. Vous avez dû le faire d'ailleurs, j'imagine, dans l'émission présenter, pitcher l'entreprise. C'est quoi Mayadi ? Écoutez, Mayadi, c'est une société en fait qui développe des programmes dont le but est d'apprendre aux gens à gérer non pas leurs addictions, mais leurs pulsions addictives. Nous, en fait, on est vraiment en fait les spécialistes de ce phénomène-là de pulsion, c'est-à-dire cette vague dans le corps ou cette obsession dans la tête qui finalement vous emmène vers un comportement addictif. Et nous, c'est notre niche. C'est là-dessus en fait qu'on accompagne les gens à se gérer en fait, ouais, à trouver l'équilibre. À freiner cette pulsion, à l'empêcher d'aller au bout. À vivre avec en fait, ouais. Finalement, à la gérer, à en autonomie en fait être capable de trouver l'équilibre. Ça n'est plus un problème. Alors vous parlez d'une méthode globale. Pourquoi ce terme ? Eh bien, justement, pour exactement les raisons en fait que je viens de vous énoncer, c'est-à-dire que on a choisi en fait nous de travailler ce phénomène-là de pulsion qui finalement est en amont des comportements addictifs. Donc évidemment, il y a des spécificités. C'est pour ça qu'on propose des programmes différents. Aujourd'hui, le premier programme qui est sorti traite de la pulsion alimentaire. Ensuite, il y en aura un sur la pulsion à la drogue, sur l'alcool, sur la pulsion au travail, le workaholisme, et ensuite un pour l'entourage. Et finalement, en fait, ce phénomène de base que nous, on travaille en fait à gérer, à découvrir, à accueillir, à accepter pour pouvoir mieux agir dessus par la suite, est commun en fait. Vous voyez, à tout ça. Donc ça, c'est le premier côté, on va dire, qui apporte ce côté universel à cette méthodologie. Et ensuite, il y a sa création, on va dire, qui a fait intervenir moi, en tant qu'addict, qui ne suis finalement que fondatrice. Oui. Mon expérience, évidemment, n'est que la mienne et ne sera que la mienne. Mais on a fait intervenir tout un ensemble de spécialistes. Alors, quel type j'imagine, de thérapeutes ou d'experts vous ont entouré pour créer Mayadi ? Alors, tout d'abord, il y a mon associé, qui est l'investisseur majoritaire avec moi. À mes côtés, Émilie Villaret, qui est partenaire de croissance. Je pense que c'est le plus gros maillon de cette aventure-là. C'est un binôme essentiel. Donc tout à fait, voilà. Tout à fait. Une personne vraiment extraordinaire. Et ensuite, alors, on a travaillé avec un ensemble de thérapeutes qui sont venus en fait créer du contenu pour illustrer cette méthode, des contenus sous format vidéo, audio, des exercices interactifs, dans le but en fait chez Mayadi de proposer un accès simple où on a tout en fait, c'est-à-dire qu'avec un accès, on a accès à une dizaine de thérapies. Donc il y a de la sophrologie, de la naturopathie, de la psychologie TCC, thérapie cognitive et comportementale. Oui. Il y a du sport, de la préparation mentale, de l'hypnose. Vous voyez, il y a tout un tas de disciplines et il y en a d'autres à venir. Oui. Et ensuite, surtout, tout le processus a été supervisé par une psychologue spécialisée en TCC, validé par les dernières recherches de la science cognitive, de la neuroscience, et passé par un processus pédagogique pour vraiment avoir quelque chose de... Ça passe par quoi ? C'est une appli ? C'est une plateforme, un site internet ? Comment ça fonctionne exactement ? Pour l'instant, c'est une plateforme. Oui. C'est assez simple. On rentre sur le site web, on souscrit à son programme. Pour l'instant, le seul qui est disponible à l'achat, c'est celui sur l'alimentaire. Les autres sont disponibles en préinscription. Et en fait, on rentre son mot de passe, son nom d'utilisateur. Oui. Et on accède en fait à un programme qui prend la forme de séquences. Donc, chaque séquence dure 28 jours. On peut faire 1 mois, 3 mois ou 6 mois.
Et à l'intérieur de ces séquences, en fait, il y a en tout plus d'une centaine d'exercices qui viennent justement de toutes ces disciplines que j'ai énoncées. Et en fait, on peut puiser dans ces exercices, c'est-à-dire que j'essaie juste de comprendre, un jour, on va se dire, tiens, c'est plutôt la thérapie par le sport qui va m'aider, une autre fois, c'est l'hypnose. Ça dépend du moment de la pulsion. Comment l'utilisateur peut s'en servir, en quelque sorte? Écoutez, ça dépend de l'utilisateur, j'imagine aussi, ou de l'utilisatrice. Je souhaite à tous nos utilisateurs d'arriver à ce que vous venez de nommer, c'est-à-dire que nous, on a créé effectivement un fil qui se divise en épisodes par semaine avec un certain nombre d'exercices de capsules. Mais le but, vous l'avez nommé, et c'est ça que je trouve extraordinaire, chez Mayadi, c'est l'autonomie en fait. C'est que la personne soit à même avec toutes les choses qu'on lui a présentées, qu'elle a testées, les rituels qu'elle a découvertes, les habitudes, qu'elle puisse... nous, on souhaite accompagner les gens à s'accompagner eux-mêmes en fait, qu'ils soient en mesure de dire aujourd'hui je me sens comme ça, donc c'est ça qui va me faire du bien. Ou ça me fait vraiment du bien, donc je vais le faire tout le temps. Ça m'intéresse pas, je le ferai pas aujourd'hui. Et c'est ça en fait pour nous l'autonomie chez Mayadi. Et c'est ce qui différencie votre méthode de ce qui existe par ailleurs? Tout à fait, c'est un des facteurs différenciants. Après, nous, on vient évidemment en complément de ce qui existe dans le monde de la médecine. En revanche, on a souhaité travailler sur quelque chose qui préserve en fait déjà la discrétion des personnes. C'est une thématique assez quand même délicate, surtout pour les personnes qui sont encore insérées socialement, qui ont une vie normale. Finalement, on n'a pas du tout envie d'aller forcément... en parler ou en tout cas exposer ça. Il y a une culpabilisation qui est réelle. On va pas, il ne faut pas faire comme si elle n'existait pas, parce que sinon on se trompe quand on propose une méthode d'accompagnement. C'est ça. Donc nous on a voulu avoir ce côté-là où il fonctionne en autonomie, déjà pour redonner en fait confiance en fait à la personne. Nous on pense vraiment que c'est possible de gérer. Il faut juste apprendre comment le faire. Et cette discrétion et surtout cette ultra disponibilité, on va dire. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de visio, il n'y a pas de délai d'attente. C'est à l'utilisateur en fait, qu'il soit en ville, à la campagne, mobile ou pas, en fait, partout, il peut aller accéder à son programme. Et c'est quelque chose d'encapsulé de manière assez rapide. Les exercices durent entre 2 à 15 minutes. Donc, en 5 minutes par jour, on observe déjà des résultats. Elle est disponible depuis quand, la première version? La première est disponible depuis à peine une semaine. À peine une semaine. Voilà, on a vous l'avez testé, bêta-testé, comme on dit? Tout à fait, on l'a bêta-testé à l'époque où elle était vraiment en version bêta. On avait eu quelques retours et là, on a nos premiers utilisateurs suite à la mise en ligne officielle. Et c'est, pour moi qui suis fondatrice, c'est quand même assez émouvant. Oui, c'est un moment, des retours, c'est un moment important. Des retours qui sont incroyables. Voilà, Vous publiez le 9 mars prochain un livre. Ce livre, Ma liberté si je veux, aux éditions Buchet-Chastel. C'est d'abord votre histoire que vous racontez dans ce livre? Tout à fait. C'est mon histoire et en fait, comment en fait toutes ces problématiques, comment cette notion de pulsion addictive versus l'addiction, comment le fait que justement, et vous l'avez si bien nommé, cette méthode, elle se veut universelle sur la pulsion et non pas sur que la drogue ou que l'alcool. En fait, tout ça vient de mon parcours, de mes rencontres et pas seulement de mon expérience individuelle en fait de la pulsion alimentaire et de la pulsion à la drogue. Et j'ai vraiment voulu partager cette connaissance, cette richesse que j'ai pu avoir de par les rencontres que j'ai faites dans de nombreux pays et dans de nombreuses catégories socio-professionnelles, etc., pour montrer en fait finalement que c'est OK en fait. C'est vraiment un message de bienveillance et d'espoir en fait pour montrer que c'est pas dramatique et on peut trouver une manière lumineuse en fait de gérer ces problèmes-là. Oui, vous y racontez effectivement ces rencontres avec des addicts qui en sont sortis, ou d'autres qui ont échoué. Alors ma question, elle va peut-être vous paraître totalement ridicule, mais est-ce qu'on apprend plus de ceux qui ont échoué? C'est une bonne question. Je pense pas qu'on puisse les niveler. En fait, je pense qu'on va apprendre la même chose des deux types de personnes, mais que ça nous servira à des moments différents de notre vie. C'est-à-dire qu'une personne qui a réussi, on va dire, va nous inspirer un certain nombre de choses qui vont nous servir à un instant T. Et à l'inverse, les personnes qui ont échoué nous apporteront aussi quelque chose, on va dire, mais peut-être à un autre moment. Et je pense que justement, en fait, pour moi, il n'y a pas une personne qui échoue et une personne qui réussit. L'addiction, c'est un processus global, c'est quelque chose de récurrent, ça fait partie de nous, en fait. Et donc, c'est comme d'apprendre à surfer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu infini, même si les vagues n'ont pas tout le temps la même forme. Ouais. Et je pense qu'on apprend beaucoup de nos échecs et c'est ce que peut-être qui manque d'ailleurs dans le système éducatif français, d'accepter qu'on apprenne de nos échecs. Mais ça, c'est un autre débat. Je voudrais revenir à quelque chose d'un peu plus, on va dire, anecdotique.
Mais quoique, puisque l'émission d'M6 à laquelle vous avez participé, je crois que les 5 membres du jury ont investi dans l'entreprise. Alors, comment ça se passe? C'est un coup de pouce initial, ensuite ils disparaissent, ou alors vous avez gardé le contact, ils vous conseillent encore, ils vous ont conseillé? Comment ça s'est passé? Écoutez, mon cas a été un petit peu particulier. C'est vrai qu'il y a eu cet engouement des 5 investisseurs. Jean-Pierre Nadir a été le grand initiateur, on va dire, de ce mouvement qui a suivi. C'est lui et Isabelle Veil, on va dire, qui ont été notre noyau dur, qui ont été assez proches de nous. Isabelle Veil, notamment, nous a vraiment accompagnés en nous prêtant ses bureaux, par exemple, à Paris, lorsqu'on a reçu les thérapeutes. Jean-Pierre Nadir nous a couvé comme ce projet sur lequel il s'était positionné. Et après, vous savez, voilà, il y a énormément de recommandations qui avaient été faites, notamment de trouver une ou un associé, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Et nous, on travaille comme des petites fourmis, et on fait le point de temps en temps. Merci beaucoup, Ashley Taïeb. Je rappelle le titre de votre livre, Ma liberté si je veux, qui sort donc le 9 mars prochain. Et puis donc, voilà la première offre de Mayadi sur les addictions et les pulsions addictives alimentaires. Merci encore. On passe à notre débat, la formation à la décarbonation au programme. Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. Victoire de Normandie, bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes responsable de la Net Zero School chez AXA Climate, et Vincent Kienz, bonjour, bienvenue aussi. Vous êtes le cofondateur et le directeur général de Bluenomi. On va parler ensemble de cette nouvelle formation sur la décarbonation que vous lancez. On va la détailler, mais d'abord, Victoire de Normandie, rappelez-nous ce qu'est AXA Climate. Alors, AXA Climate, c'est une scale-up fondée par AXA il y a à peu près 4 ans. On a 3 grandes activités. L'assurance, traditionnellement liée aux activités d'AXA Group. Une deuxième activité qui est le conseil. On a une 30aine de consultants qui aident les entreprises à s'adapter au changement climatique. Et enfin, une troisième activité, la formation à laquelle j'appartiens. On a fondé il y a à peu près 2 ans une première formation en e-learning qui s'appelle la Climate School. On est très fiers parce que maintenant on a à peu près une centaine de clients et à peu près 4 millions de personnes ont accès à cette formation. Et depuis 6 mois, on travaille sur une nouvelle formation avec Bluenomi qui s'appelle la Net Zero School. Et on va comprendre pourquoi, en quoi c'est complémentaire et pourquoi il fallait aller un cran au-dessus. Vincent Kietz, ça va nous expliquer pourquoi vous participez à ce projet. Rappelez-nous ce qu'est Bluenomi. Alors, Bluenomi, c'est une ambition, c'est de bouger l'argent et les ressources vers la transformation de l'économie et vers une vraie transition. Et c'est surtout une rencontre entre un groupe d'experts de 120 personnes qui œuvrent exclusivement sur les sujets de transition depuis 15 ans, dans 6 pays dans le monde, et Isabelle Cocher de Leritz, la précédente CEO d'Engie, qui est depuis backée, en fait, on est depuis backé par d'autres leaders de l'industrie, de la finance et de l'agroalimentaire. Et on a en fait l'objectif et l'activité de construire d'abord des contenus pour expliquer comment on peut transitionner, quelles sont les options, quels sont les vrais enjeux, secteur par secteur. On conseille derrière les entreprises sur comment le faire et on le fait avec elles, y compris quand c'est compliqué et sur les enjeux qui sont les plus majeurs. Et enfin, on voit pour ça qu'il manque des outils. Et donc, on développe des outils avec nos clients pour regarder autrement la performance, pour mesurer l'impact, pour disséminer la compétence. Et cette Net Zero School, c'est quoi? C'est complémentaire? C'est un nouvel outil par rapport à ce que vous proposez? Alors c'est issu d'une rencontre d'abord avec AXA Climate. On a ce même objectif qui est vraiment de faire shifter l'économie vers un modèle qui transitionne. Et on a aussi on donne un poids à la science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de climat, trop souvent, on parle de plein de choses, on crée un bruit. La réalité, c'est qu'il y a des enjeux qui sont plus importants que d'autres. Et ça, c'est les scientifiques qui le disent. Il y a ensuite une capacité à œuvrer sur ces enjeux, et ça, c'est l'industrie. Et il y a ensuite une capacité à financer l'ensemble de ces solutions-là. Et c'est ça qu'il faut articuler en même temps. Et pour ça, il faut du contenu, pour ça, il faut de l'expertise. AXA Climate a l'ambition de développer les activités que Victoire vient de décrire. Chez nous, on produit le contenu sur les grands secteurs d'activité, puisqu'on aide les acteurs à le faire. Et donc, on s'est simplement dit, mais en fait, pourquoi pas le faire ensemble? Il y a des schools qui ont déjà été développés par AXA Climate. Il y a une expertise de 15 ans qui est capitalisée. C'est un super moyen de disséminer la compétence et la connaissance. Et Victoire de Normandie, à qui elle s'adresse, cette formation, et qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à ce que vous nous décriviez, c'est-à-dire cette Climate School?
Alors en fait, au départ, de notre côté, c'est devenu de demande de clients, et notamment du secteur financier. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils étaient très contents de notre Climate School, mais ils nous demandaient, maintenant, on a besoin de comprendre les enjeux liés aux entreprises avec lesquelles on travaille, les enjeux de nos clients. Donc le scope 3, en fait, les clients et les fournisseurs. Exactement. Il y a les émissions directes, qui sont les émissions liées aux activités propres d'une entreprise, et les émissions indirectes, qui sont liées aux émissions de carbone de toute la chaîne de valeur, et notamment des clients et des partenaires. Et pour aider à transformer cette chaîne de valeur, il est impératif de comprendre comment on peut transformer un client et comment l'aider à transitionner. Et c'est ce à quoi répond cette Net Zero School. On va prendre les plus gros secteurs les plus polluants, un par un, et on va décrypter les leviers, les risques de la transformation, les risques de la transition, un par un. En fait, on ne va pas décarboner de la même manière Air France, Unilever et Stellantis. Et c'est ce à quoi on répond avec la Net Zero School. Et alors, pourquoi vous avez voulu travailler avec Bluenomy? Expliquez-nous, Victoire de Normandie. Alors, en fait, un peu comme Vincent l'a dit, c'est une vraie rencontre et une vraie complémentarité. Bluenomy, ils apportent une expertise qui date de 15 ans, et nous, on apporte, grâce à nos schools notamment et nos équipes scientifiques en interne, une vraie pédagogie, une vraie approche de learning et de vulgarisation de concepts scientifiques et techniques. Et donc, cette complémentarité fait qu'on a produit une formation en e-learning, un produit digital qui s'appelle la Net Zero School. Oui, je rajouterais juste que je pense qu'il y a aussi quelque chose qui nous anime à la fois chez AXA Climate et chez Bluenomy, c'est le fait de bouger les lignes. Et pour bouger les lignes, il n'y a pas grand-chose de mieux que de motiver l'ensemble des employés, d'éduquer en fait au sein d'une entreprise tout le monde sur ce qui compte. Et le vrai sujet, c'est que là, c'est une solution très simple de focaliser l'attention d'énormément de personnes très rapidement sur là où sont les vrais enjeux, les ordres de grandeur. Qu'on évite le bruit et qu'on se concentre là où il y a vraiment moyen de faire bouger le système et de créer un pivot dans les grandes entreprises. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais souvent, il y a eu une première phase dans les objectifs et les actions de décarbonation des entreprises qui étaient sur les scopes 1 et 2, c'est-à-dire ce qui nous concerne directement. Est-ce que c'est parce qu'on passe une étape supplémentaire? Alors, pour le dire autrement aussi, quand on regarde le scope 1 et 2, on est très centré sur la responsabilité directe de l'entreprise, mais sans tenir compte des produits et des activités qu'on déploie. Et en fait, le fait de considérer vraiment le scope 3, c'est se poser la question de la soutenabilité de son business model. C'est de se dire, en fait, est-ce que ce que je fais a un sens dans le futur? Est-ce que mon modèle, mes produits, mes activités sont compatibles avec des limites planétaires? Et comment j'engage tout ce dont je dépends, mes fournisseurs, mes clients, mes matériaux, etc., dans une orientation en fait qui est juste compatible avec un futur. Donc c'est quelque part, pour moi, c'est la rencontre entre ce qui vient du carbone ESG et le carbone complètement stratégique. Et c'était aussi une demande de vos clients? Oui, complètement. Et d'ailleurs, alors nous, on vient d'abord du monde de l'industrie, de l'entreprise. Ensuite, on s'est déplacé sur la finance. Et je pense que ce qui a fait qu'on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire ensemble autour de ça, c'est que quand vous commencez à avoir la même question de plein de clients différents, la réponse, c'est probablement plus autour du conseil ou même d'une logique d'innovation. C'est beaucoup plus autour d'un produit et de quelque chose qui doit devenir de masse. Alors, comment elle se passe, cette formation? Racontez-nous, Victoire de Normandie. Alors, c'est une formation en e-learning, je l'ai dit. On prend un secteur égale un cours. Un cours fait environ 45 minutes. Pour chacun de ces cours, on va parler de 3 éléments. Pourquoi le secteur doit décarboner? Comment il doit décarboner? Et enfin, un dernier élément sur les focus. On fait un focus sur les leviers d'action qui sont possibles pour décarboner cette industrie. Et en fait, avec cette formation, on a vraiment à cœur d'être très concret. Donc, on va parler des chiffres clés de l'empreinte globale du secteur. On va parler des risques climatiques, de transition, des nouveaux marchés qui s'ouvrent pour les entreprises. Et on va être le plus réel possible. On va parler, par exemple, des bons élèves, là où la transition va être un peu plus compliquée, quels sont les risques. Voilà. En fait, avec cette formation, qui fait à peu près 45 minutes, on a à cœur d'être le plus concret possible pour nos apprenants, pour qu'eux puissent ensuite aider leurs clients à se transformer. Donc, un secteur, 45 minutes. Il y a des formations sur combien de secteurs? Une dizaine de secteurs, c'est ça? Oui, pour l'année 2023, on a décidé de s'attaquer aux 10 secteurs les plus polluants
Donc, on va parler de l'industrie pétrolière, de l'industrie du BTP, de l'immobilier, de l'agroalimentaire. Tous les gros secteurs vraiment impactants et vraiment transformants seront dans notre feuille de route. Et vous pourrez évidemment faire grandir cette offre au fur et à mesure. C'est quoi l'idée, Vincent Kahn? C'est de à la fois partager les bonnes pratiques, vous disiez très concret, c'est-à-dire les bonnes pratiques, mais aussi peut-être les erreurs commises par d'autres, quoi. Vous voyez, les mauvaises routes qui ont pu être choisies vous parliez de la science, par méconnaissance parfois. Alors, on tape sur personne. On a pris cet a priori-là. En revanche, on commence par des choses qui sont juste indiscutables et qui sont effectivement les faits. C'est-à-dire, quand on regarde les mines et métaux ou l'agriculture ou l'oil and gas, d'où viennent les émissions. Juste pour que le débat ne se décale pas sur des choses qui, en fait, ne sont pas matérielles. D'accord ? Et une fois qu'on a objectivé où étaient, en fait, les émissions, et les principaux enjeux, l'objectif, c'est d'attirer l'attention, finalement, sur les vraies solutions, comme vient de le dire Victoire, ce qui est mature, ce qui peut s'implémenter, qui le fait et comment ça se fait. Donc quelque part, c'est très optimiste comme point de vue, parce que souvent on parle du climat comme uniquement un problème. Évidemment, c'est un sujet juste colossal, comme les limites planétaires, et c'est absolument fondamental, il faut réfléchir dans ces bornes-là. Mais maintenant, la question, c'est « so what ?» Qu'est-ce qu'on fait? Comment on bouge, en fait, dans ce système-là? Donc c'est ça la vocation, en fait, c'est de souligner ceux qui avancent le plus vite, c'est effectivement de donner une prime à ceux qui bougent, et parce que ce n'est pas forcément ce que le marché fait aujourd'hui. C'est plus facile d'attendre et d'être tous en milieu de peloton. La réalité, c'est que là, on peut mettre la lumière sur ce qui compte et ceux qui le font bien. Est-ce que vous avez l'une et l'autre un exemple justement dans l'un de ces secteurs de formation d'une bonne pratique ou d'une entreprise pionnière que vous mettez en avant, sur laquelle finalement, si j'ai bien compris, vous construisez la formation, puisque l'exemple qui a marché, c'est vraiment quelque chose de central dans la démonstration, c'est ça? Alors, en fait, sur les secteurs, on va donner effectivement pas mal d'initiatives et d'exemples que donnent les entreprises. Et on va se poser des questions comme, si je prends le secteur pétrolier, est-ce que les entreprises pétrolières ne sont pas à la bonne place pour passer de projets de forage offshore à faire de l'éolien offshore? Est-ce qu'en fait, ils n'ont pas les infrastructures, les investissements déjà en place pour se poser ces bonnes questions et aller sur ces marchés? C'est un peu ces exemples-là qu'on va mettre en évidence dans cette formation et qu'on va mettre en valeur pour nos apprenants. Oui, je pense que c'est sur le terme des bonnes pratiques que je voudrais revenir. En fait, quand on regarde une entreprise avec un angle vraiment stratégique sur ces questions de climat, on dépasse le sujet des bonnes pratiques. Quand on parle de bonnes pratiques, en fait, pour les gens, ça veut dire mettre éviter les gobelets ou mettre des gobelets en voilà, ou mettre des LED, quoi, remplacer les ampoules à l'ancienne par des LED. Là, on parle juste du business model. Donc, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu les premiers leviers qui étaient entre guillemets faciles à actionner. Ensuite, on rentre dans le modèle économique, quoi. Quand vous le prenez Scope 3, en fait, vous touchez juste le système. Et du coup, la question qui se pose, et c'est là l'intérêt que les financiers, les boîtes de conseil, les boîtes de services et les industriels regardent en même temps la même représentation de où sont les enjeux et les solutions, c'est de travailler sur ce qui compte. Et une boîte, en fait, elle peut faire quoi? Elle peut arrêter de faire des choses. Ça fait rarement rêver, donc pour ça, il faut une alternative. Cela dit, ça fait partie du sujet. Il y a des choses qui sont juste pas soutenables. Elle peut optimiser un modèle, le transformer complètement, le décarboner, changer ses technologies, ses procédés, son mix de produits, etc. Elle peut se diversifier. Et ça, c'est un appel d'air énorme, en fait, pour les entreprises. Et enfin, elle peut, en dernier recours, compenser certains impacts. Et le fait, encore une fois, de mettre la lumière sur ce que peuvent faire ces acteurs, avec quelque part un caractère très résolument positif sur à quelle vitesse on peut bouger et créer l'alternative, c'est l'occasion de fédérer un peu tout le monde sur ce qui fera bouger le système. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à un autre défi, la réglementation environnementale. C'est le thème de Smart Ideas. Smart Ideas avec Laetitia Carl, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice de cabinet de Greenly qui lance un nouvel outil numérique pour suivre les évolutions réglementaires en matière d'environnement. On va évidemment en parler. D'abord, un mot pour présenter Greenly, plateforme de comptabilité carbone, c'est ça? Voilà, nous on est une plateforme de comptabilité carbone à destination surtout des PME pour les aider
à s'engager dans le climat et justement à entrer en conformité avec les législations qui s'appliquent à elle. Ouais. Si on développe un peu, c'est quoi? C'est certifier les progrès auprès des organismes de contrôle, c'est accompagner quand on veut être labellisé, par exemple Bicorp, il y a tout ça dans l'offre de Greenly? Exactement, donc ce qu'on fait, c'est le bilan carbone, donc on mesure le bilan de gaz à effet de serre, on forme les employés, on les sensibilise au sujet et on met en place des plans d'action pour se faire une trajectoire climat et réduire son impact d'une année à l'autre. Ensuite, on propose des exports qui sont réglementaires, donc des exports format ADEME, format GHG protocole pour l'international, format Bicorp, format EcoVadis. Donc on a toute une collection d'exports pour entrer en conformité avec ces démarches de certification ou les lois en vigueur. Ouais, et évidemment, cette question de la réglementation, elle est majeure. Vous avez donc développé un nouvel outil qui s'appelle Legislation Tracker, c'est ça? Exactement. Alors ça marche comment? C'est quoi? Alors, le Legislation Tracker, c'est un dispositif en ligne qui va permettre aux entreprises de toute taille et de tout secteur de s'informer quant aux réglementations en termes d'environnement qui s'appliquent à elles. Donc, en fait, c'est très simple. Il y a quelques questions sur la taille de l'entreprise, etc. Et on va lui donner en résultat quelles sont les lois qui s'appliquent à son entreprise, à elle, mais aussi les démarches certifiantes qu'elles peuvent entreprendre librement. Ouais. Donc, c'est une démarche certifiante. Vous leur donnez une marche à suivre, vous les accompagnez en quelque sorte? Alors, le dispositif est gratuit en ligne, Oui. Tout le monde peut y avoir accès. Et D'accord. ensuite, évidemment, Greenly propose des solutions. Mais ça, c'est pas gratuit, il faut s'inscrire sur notre plateforme. Et nous, en effet, on propose un accompagnement sur l'entrée en conformité avec ces lois, avec ces démarches certifiantes. Et voilà. Pourquoi cette nouvelle offre? C'était une demande de vos clients? C'est parce que tout simplement les États, l'Europe, est en train de réglementer la transformation environnementale, Alors la raison pour laquelle on l'a fait, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de réglementations et c'est un petit peu difficile de savoir où on en est, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Surtout pour des petites entreprises qui n'ont pas une équipe dédiée avec 50 personnes qui se connaissent par cœur le sujet. Donc là, en l'occurrence, c'était parce que le 1er janvier 2023, il y a un nouveau décret qui entre en application et qui va étendre l'application du bilan carbone pour les entreprises qui sont déjà obligées de le faire au scope 3. Et le scope 3, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué à faire. Donc on rappelle, c'est ses clients, ses fournisseurs. C'est pas seulement l'entreprise elle-même. Le scope 1, c'est les émissions directes. Scope 2, c'est les émissions indirectes liées à l'énergie. Et scope 3, c'est les autres émissions indirectes. Donc ça peut valoir 90% de l'empreinte carbone d'une entreprise. Et ça intègre tous ses fournisseurs, etc. Ce qui peut être très compliqué à gérer en termes de collecte de données. Bien sûr. Et nous, justement, chez Greenly, c'est ça qu'on va rendre plus simple en aidant les entreprises. Et là-dessus, on travaille avec des grands groupes parce que la chaîne de valeur d'un grand groupe, ses fournisseurs sont des toutes petites entreprises. Quand on est un LVMH, nos fournisseurs, c'est pas des énormes entreprises qui peuvent se payer des cabinets de conseil, c'est des PME. Et donc nous, en tant que spécialistes de la PME, on va aider à avoir justement cette mesure du scope 3 en allant chercher l'information directement auprès du fournisseur et avoir du coup des informations à la maille du fournisseur ou du produit ou service même qu'il offre à l'entreprise. Et pays par pays, parce que j'imagine que les réglementations, même s'il y a en Europe une forme d'unification, mais pays par pays, on peut avoir des législations, des réglementations qui sont assez différentes. Et alors, pour une PME, c'est peut-être un peu moins, et encore, il y a des PME qui exportent beaucoup. Hein. Comment vous gérez? Il y a cette offre-là dans le Legislation Tracker? En Europe, en l'occurrence, c'est des réglementations européennes, des directives européennes. Donc ça s'applique de manière un peu horizontale, générale, à toutes les entreprises, selon leur taille. Donc on avait le NFRD qui concernait les entreprises de plus de 500 employés, qui devient le CSRD qui va concerner les entreprises de 250 employés. Donc ça, c'est général. Mais ensuite, donc, il y a surtout des réglementations verticales par industrie. Donc, par exemple, on regarde le transport, qui représente 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Il va y avoir des réglementations sur la performance écologique des véhicules, sur l'automobile, qui va exister. Il y a la réglementation environnementale des bâtiments neufs, le RE 2020, qui entre en application cette année. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment un besoin par vertical. Et nous, notre offre chez Greenly, elle est très verticalisée. Donc, on a 1000 clients. Donc, on a eu le temps de vraiment voir beaucoup de cas dans chaque verticale. Et on a créé une expertise verticale qui va permettre à chaque entreprise de s'adapter aux régulations de son secteur. Merci beaucoup Laetitia Carle et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À très bientôt sur la chaîne des Audacieux.